Voilà, donc l'objectif de ce Zoom aujourd'hui, c'est d'essayer de vous montrer à quel endroit on peut trouver des données sur Edumed qui permettent de répondre à cette partie du BO sur l'érosion et puis l'impact de l'eau sur les paysages qui nous est demandé d'enseigner en seconde. Voilà, donc le BO, voilà, il est là, hein, c'est pour ça qu'on fait ce Zoom aujourd'hui. C'est en fait l'idée, c'est d'arriver à chaque fois à faire un lien entre le BO et puis une activité avec laquelle on peut récupérer des données sur Edumed. Alors, il y aura des données sur Edumed, mais pas que, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut prendre aussi un peu ailleurs. Pour la classe de seconde, voilà, il nous est demandé un moment donc de travailler sur l'érosion, les processus et les conséquences. Là, en fait, pour répondre à cette petite partie du BO, je vous propose les données là que j'ai pu installer sur Edumed pour pouvoir combler ce manque. On n'avait pas beaucoup de données qui permettaient de répondre à ça, et donc maintenant, ça y est, on les a. Et en plus, il va y avoir des nouveautés dans quelques mois. Je vais vous parler de tout ça. Voilà. Donc en fait, la première chose dans cette partie, c'est de montrer que l'érosion affecte la totalité des reliefs terrestres. Alors là, je pense que vous connaissez tous le fichier KMZ qui a été mis sur Eduterre, à Lyon. Ça fait un moment qu'on l'a. Moi, je l'utilisais aussi. Si vous le connaissez pas, je peux vous montrer à quoi il ressemble. Alors, il faut que j'arrête le partage et que j'aille sur l'autre, que je partage celui-là. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que là, vous voyez Google Earth? Donc, c'est un fichier Google Earth qui a été fait, qui est sur Eduterre, et avec lequel, en fait, on a été positionné toutes les zones climatiques. Et vous avez accès à des images. Vous pouvez zoomer et avoir accès, à des images de différents paysages en fonction des climats. Et donc, ça permet de montrer, alors si vous allez par exemple en Australie, enfin bref, je vais peut-être dézoomer, hop, pardon, parce que là, j'ai pas de souris, donc c'est pas toujours pratique, juste avec, oh, et ben là, vraiment, ça va dans tous les sens, attendez. Hop, ici en Australie, on a par exemple les chaos granitiques, bref, et donc en fait, ça permet de laisser du temps aux élèves de pouvoir aller faire le tour un peu du monde et de voir différentes photos, différentes lithologies. À chaque fois que vous avez une explication en dessous de la lithologie, vous avez le climat et ils peuvent commencer à se rendre compte qu'en effet, en fonction des climats et des lithologies, on n'a pas les mêmes paysages. Et puis après, alors je reviens à mon PowerPoint. Eh bien, on peut se demander, mais tiens, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a différents paysages? Alors, attendez, je suis perdue. Ah oui, partager. Hop, hop. Euh, voilà, c'était plutôt là. Voilà, partager. Voilà. Et donc après, eh bien, on va pouvoir. Ah, il faut que j'admette des gens. Attendez. Hop, admettre. Voilà. Pardon. Et ensuite, donc, une fois qu'ils ont vu, qu'ils ont travaillé sur le fait qu'il y avait différents paysages, pourquoi j'arrive plus à Zut, excusez-moi, ma commande. Ah voilà. Et donc, eh bien, ils peuvent se poser la question sur l'origine, et puis finalement, on peut en discutant essayer de proposer une hypothèse que c'est peut-être lié à l'eau, puisque en fonction des climats, on a plus ou moins d'eau, ou on a de l'eau sous forme liquide ou sous forme solide, et donc on peut commencer là à interagir avec l'eau et ses paysages. Et donc, le sujet du jour, eh bien, c'est vous utilisez donc des données et du MED pour vérifier cette hypothèse et si finalement l'eau peut avoir un impact sur les paysages. Alors, je vais prendre deux exemples. Le premier, donc, ça va être l'exemple du glissement gravitaire de la Clapière, parce que là, on voit bien qu'il y a un impact sur le paysage. Ça évolue au cours du temps, c'est à l'échelle humaine, ça se voit très très bien. Parce que ça a une certaine lithologie qui est différente de mon deuxième exemple, qui là donc a une autre lithologie, donc karstique, donc calcaire, pardon, donc un modelé karstique, et donc on va pouvoir voir l'impact différent de l'eau sur ce type de lithologie. Voilà. Donc on va travailler avec les données du MED pour essayer de voir quel est le jeu, le rôle de l'eau sur l'altération des roches et la transformation du paysage. Hop. Alors, juste là, je viens de faire admettre quelqu'un qui vient des Émirats Arabes Unis. On a aussi des gens qui nous suivent de Chine. Il y a du monde de partout là. Bon, on va commencer avec le glissement gravitaire de la Clapière.
Hop. Voilà. Donc là, voilà, c'est ce que je vous disais. Au cours du temps, en fait, on a pris des photos régulièrement et on voit que ce paysage, eh bien, il évolue, hein. On voit que ce glissement évolue au cours du temps. Ça n'a jamais la même allure. Alors là, en avant-première, on a donc les données, enfin les photos du drone d'Olivier Dargeon, parce que fin avril, avec la fine équipe Diane, Robin, Sébastien et Morgane, ils sont allés prendre des photos et j'étais ravie parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu juste avant, mais les dernières, elles dataient de 2002-2004. Et donc, on n'avait pas pris de nouvelles photos depuis. Et donc, ça y est, on a des photos 2025. Et donc, on a 10 photos en plus prises avec un drone. Donc, on a vraiment une très belle vue du glissement. Et ça va nous permettre d'aller, en plus, il a zoomé à certains endroits, c'est top, donc je vais pouvoir les utiliser tout à l'heure. Donc voilà, ce glissement gravitaire de la Clapière, vous avez juste en bas à gauche de la photo le village de Latiné. Il y a des photos aussi qui ont été prises de la route d'en face, un peu en hauteur, pour voir donc le flanc juste du glissement. Voilà, et puis là, un petit peu plus près, on commence à s'approcher de la loupe d'arrachement, des zones de fracture, bref. Voilà, et donc, là, on va travailler sur ce glissement. Alors, justement, d'abord, il faut que les élèves se rendent compte de quel type de roche on a sur ce flanc de montagne, parce que justement, l'interaction entre l'eau et la roche n'est pas la même selon le type de lithologie. Donc là, je pense que vous connaissez tous Infoterre, mais je vais quand même y aller pour que ce soit clair et pour vous montrer donc ce que vous pouvez faire avec vos élèves. Donc, j'arrête le partage, je vais sur Infoterre. J'ai tout organisé normalement. Tout est déjà ouvert, sauf si je l'ai pas fait comme il faut. Évidemment, là, je le trouve pas. Mince, attendez, ça arrive. Pourquoi je l'ai pas là? Hop, voilà. Je vais le voir maintenant. Excusez-moi de ce petit contretemps. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez tous là, Infoterre? Bien, très bien. Ok. Donc là, en fait, vous avez la possibilité de pouvoir donner une zone. Alors moi, en général, je mets Saint-Étienne de Tinée parce que la Clapière, parfois, est référencée à un autre endroit. Voilà, ça permet de directement d'être au bon endroit. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'aller rajouter la géologie. Donc vous faites ici sur la couche plus, vous mettez de carte géologique. Alors c'était fermé, mais moi tout à l'heure je l'ai ouvert, voilà. Et puis vous allez chercher donc la carte au 50 millième, ça suffit. Hop, voilà. Donc là, vous avez la géologie. Donc ici, là, si vous voyez ma flèche, donc là, vous avez le village et puis là, vous avez le glissement. Et si vous faites un peu, si vous allez sur le petit i ici, eh bien, en cliquant sur cette barre rouge là, eh bien, par exemple, vous allez avoir les informations. Pourquoi j'ai pas ça? C'est pas ça que je voulais. Quand je fais le petit i, normalement, j'ai la lithologie. Ah ben là, ça marche pas. Alors que j'ai encore fait il y a 5 minutes avant avant le cours, il y avait. Bon, alors normalement, vous inquiétez pas, quand vous cliquez là-dessus, vous avez la lithologie. Donc, c'est pas grave, moi j'ai copié ce qui était marqué, donc on va le récupérer. Hop, voilà. Donc, est-ce que là vous avez bien mon écran Oui, oui, PowerPoint? oui. Voilà. Pardon, hein, je fais que de faire des va-et-vient, mais parce que je voulais vous montrer les outils aussi. Donc, quand on clique sur la barre rouge, on voit que qu'on a en fait la barre d'Iglière, on a des diorites et puis des gneiss, pas des gneiss, pardon, des migmatites. Et donc, ces roches principales, ce sont donc des roches cristallines, hein, typiques des massifs cristallins, voilà. Et, euh, et donc, avec des roches particulières, avec, pardon, des minéraux particuliers, des plagioclases. Il y a aussi des amphiboles, mais ce qui va m'intéresser le plus, ce sont les micas. Et puis, plus ou moins de quartz, parce que la diorite, c'est entre le pôle le plus basique et le pôle le plus acide. Donc, on va avoir pas beaucoup de quartz. S'il y en a, mais il y en a un peu. Et puis dans les migmatites, ce sont, vous savez, c'est la fusion partielle des roches métamorphiques. Donc du coup, il va y avoir, eh bien, ce sont des roches donc qui vont avoir des jus clairs, des jus foncés. Et on va avoir là aussi parfois du quartz, des feldspaths et puis des biotites de l'autre côté. Donc voilà, là on a un massif cristallin avec
les roches magmatiques métamorphiques et des plagioclases d'imica et plus ou moins de quartz. C'est important qu'on le note parce que on va pouvoir après voir comment l'eau interagit avec ces minéraux. Ce qu'il faut savoir, c'est que eh ben, ces massifs-là, normalement, cristallins, c'est quand même vraiment costaud. Quand vous avez un bloc, là on va prendre par exemple du granit, parce que vous savez bien ce que c'est, ou du gneiss, ben, si vous prenez un gros bloc de gneiss ou de granit, si vous mettez de l'eau dessus, il va pas aller dedans. Hein. Donc l'eau, elle va pas pouvoir interagir, elle va s'écouler autour, mais elle va pas pénétrer. Comment est-ce qu'elle pénètre? Eh bien parce que il y a des fractures. Et donc ces fractures, eh bien, on a beaucoup travaillé dessus sur ces fractures parce que figurez-vous que au début des années 2000, eh bien, on n'avait aucun moyen de pouvoir dater ces fractures. Euh, et donc les personnes qui travaillaient sur les glissements gravitaires étaient bien désespérées parce qu'on n'arrivait pas à avoir de cinématique, on ne pouvait juste qu'observer et on n'arrivait pas à estimer depuis combien de temps ça glissait, des vitesses de glissement, etc. Et en fait, ben, moi j'ai proposé d'utiliser donc la méthode des cosmonucléides. Alors je vais vous expliquer ce que c'est après pour travailler sur la datation de ces fractures et ça nous a permis en fait de nous rendre compte que ben, dans les Alpes, finalement ces fractures elles peuvent avoir jusqu'à 18 000 ans parce que elles sont liées finalement au rebond isostatique post-glaciaire, puis que lorsque la glace a fondu, eh bien, il y a eu un rebond isostatique et ça a déstabilisé les flancs de versant et du coup les fractures se sont mises en place. Et donc, eh bien, on a pu dater ces fractures et surtout, ça valide bien qu'il y a plein de fractures. Et donc, juste pour la petite anecdote de la datation, donc comment ça marche? En fait, on arrive à dater les fractures des glissements gravitaires par la méthode des cosmonucléides. Le nucléide cosmogénique, c'est pareil. En fait, vous devez savoir qu'il y a des atomes qui sont primordiaux, qui étaient présents il y a très longtemps entre le Big Bang et puis la mise en place du système solaire, qui sont plus du tout présents aujourd'hui, qu'on n'a plus sur Terre, comme par exemple le beryllium 10, le chlore 36, l'aluminium 26. Et en fait, cela arrive à se former, se néoformer sur la roche au moment où les rayons cosmiques entrent en interaction avec la roche. Donc, quand vous avez une fracture qui vient de se faire, eh bien, lorsque les rayons cosmiques arrivent en interaction avec la roche, ça va générer ces éléments qui n'étaient plus présents naturellement, comme donc là, moi, je l'ai fait avec le beryllium 36 dans les roches cristallines siliceuses. Et donc, eh bien, ça permet de savoir, quand on compte le nombre d'atomes qui est présent de beryllium sur cette surface de la fracture, eh bien, ça permet de savoir depuis combien de temps cette fracture est soumise aux rayons cosmiques. Donc, depuis combien de temps ça s'est ouvert. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a pu dater finalement, pour simplifier, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais c'est comme ça qu'on a pu dater donc le jeu des failles au niveau de la clapière. Et donc ces fractures, eh bien c'est chouette parce que, bah c'est chouette, non. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, oui, eh bien elles vont permettre l'interaction entre l'eau et le massif, puisque ben, avec ces fractures, l'eau va pouvoir passer à travers, percoler à travers le massif, et donc impacter les roches cristallines. Alors, comment est-ce que ces roches, eh bien, elles sont impactées par l'eau? Donc là, je vous ai juste rappelé qu'on avait bien un massif cristallin avec du plagioclase, du mica et plus ou moins de quartz. Et alors, je suis désolée, dans la partie théorique sur l'interaction avec l'eau, je n'ai pas trouvé autre chose qu'un granit. Alors, on est d'accord que nous, on n'a pas de granit, mais on a les mêmes minéraux. On a le feldspath, le quartz et le mica. Donc, qui ont été transformés depuis, les roches métamorphiques, etc. Mais voilà, donc ce qui est intéressant de noter là, c'est que ben, lorsqu'on a l'eau qui est en interaction avec le quartz, le feldspath et le mica, eh bien il se passe deux choses. Le feldspath et le mica vont se transformer en argile, on va donc avoir des minéraux néoformés qui vont donc l'argile qui va être créée, et puis ben, les petits morceaux de quartz vont être vont se comment vont se retrouver libres de mouvement, voilà, et donc démantelés. Et donc tout ça va faire que ça va donner une zone de fragilité et va faciliter l'action de la gravité finalement et donc ce glissement. Voilà, donc on va avoir des particules désolidarisées et néoformées qui vont donc être formées par cette interaction de l'eau avec la roche, dans les fractures. Voilà, donc là, typiquement, grâce aux super photos d'Olivier d'Argent, eh bien là, on a un zoom un peu, on voit un peu mieux au niveau de la
loupe d'arrachement. Voilà, bonjour Jean-Luc qui vient d'arriver. Donc on a un zoom au niveau de la zone d'arrachement et on voit que c'est tout poudreux. Vous voyez, c'est complètement poudreux. On n'a plus que bah voilà, de l'argile et puis des zones qui sont désolidarisées. Et donc j'en profite sur ces photos entourées en jaune. On a des petites zones ici qui sont en fait, c'est pour vous montrer qu'on a des capteurs sur ce glissement. Et sur celui-là aussi, on a une photo, hop. Et ben, c'est formidable. Donc, comme on a des capteurs, on va avoir des données. Donc, ce sont ces données qu'on va utiliser. Donc, sur la clapière, on a plusieurs types de données. On va avoir des données météorologiques, on va avoir des données GPS, et puis en bas, au niveau de la tinée, on a aussi mis en place un système de récupération d'informations au niveau d'une source. En particulier, la hauteur d'eau, on a mis une cuve et on peut mesurer sa hauteur d'eau et voilà qui évolue en fonction des pluies, enfin surtout de ce qui arrive à travers le drain par lequel elle sort, voilà, au cours du temps en fonction de la météo, etc. Et donc, eh bien, toutes ces données, je vais vous montrer à quel endroit on peut les récupérer. Alors, je vais aller sur Edumed. Alors, il faut que j'aille récupérer où c'est. Hop, 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 c'est là. Voilà. Partage. Euh, voilà. Alors, est-ce que là, vous voyez bien le site Edumed? Très bien. Super. Donc, là, quand vous allez dans Tool Lab, attendez, non, voilà, dans Teacher Room, vous avez exemple, oups, de pistes pédagogiques. Donc, c'est là où je suis. Et là, vous avez, ben, en fonction du niveau que vous voulez, comme là, nous, on est en train de travailler sur le programme de seconde, on est pour le lycée. Et juste là, parce que ça fait pas longtemps qu'on les a mises, eh bien, vous avez les deux exemples sur lesquels on va travailler aujourd'hui. Donc là, sur la dynamique du glissement de la clapière. Et puis en dessous, ça va être donc, je vous ai dit, la deuxième partie sur le quart du pont du Loup. Donc sur ce premier exemple, on a donné, à chaque fois, on a mis toutes les données sous deux formes, comme c'est l'habitude hein, en général sur Edumed. Soit vous pouvez télécharger les données et faire travailler vos élèves à partir de fichiers Excel. Soit vous pouvez juste visualiser, comme là par exemple, les données directement en CSView et vous pouvez zoomer, etc. Voilà. Donc moi, pour cet exemple, sur le PowerPoint, je suis allée récupérer les données et j'ai fait les graphiques par Corel, par Excel. En fait, tout dépend si vous voulez ces données. Si vous voulez faire cette activité avec un TP, c'est mieux s'ils vont chercher les données qu'ils ont sur Excel et qu'ils font même les graphiques. Si par contre vous voulez le faire sous forme de TD, ben dans ce cas-là, c'est vous qui récupérez ces données-là qui sont directement sur CSV, vous faites un copier-écran, vous mettez les données sur un document et ils n'ont plus qu'à analyser les données. Voilà, ça dépend en fait ce que vous voulez leur faire faire, si c'est de la manipulation ou juste de l'analyse. Voilà. Donc je vais retourner maintenant sur le PowerPoint et je vais vous montrer ce qu'on peut en sortir. Donc moi, je vais vous montrer les données qui viennent de CLAP 2 et CLAP 3. Donc quand j'ai regardé, là, j'ai mis CLAP 2 à l'échelle, enfin beaucoup d'années, je suis partie de 2012 jusqu'à 2025, je voulais voir s'il y avait eu des choses particulières. Et puis j'ai vu que, eh bien ici, on avait, hop, une zone un peu isolée. Et je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre, comme il y a une zone isolée, peut-être que ça a eu un impact sur le glissement. Bon, j'ai commencé comme ça. J'ai un peu dézoomé pour voir l'allure que ça avait. Et puis je me suis dit, bah, je vais regarder ce que donnent les données de CLAP 3. Donc je suis allée regarder CLAP 3 et là, c'était bizarre. Je vous avouerai, j'étais surprise parce que j'étais surprise de voir que pour CLAP 2, on commençait à vraiment enregistrer des données au 18 avril, alors que finalement, il avait plu avant et plu pas mal dès le début mars.
Alors là, je ne peux pas vous expliquer pourquoi on n'a pas l'ensemble des données. Parfois, c'est parce que il peut y avoir un problème dans la récupération de la donnée directement. Souvent, c'est lorsque les données sont envoyées, il peut y avoir des problèmes d'envoi. Bon, en tout cas, c'est pour ça qu'on a plusieurs stations et qu'on peut comparer les informations. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé à bien pleuvoir avec un pic de pluie là le 4 mars 2024 et que ça a été bien marqué ensuite et que ça a duré un certain temps. Et donc, quand on regarde les données GPS, quand on regarde donc comment ça se passe, en fait, on a des GPS placés, on a des capteurs qui sont placés en face la vallée, il y a des réflecteurs qui sont en face, enfin qui sont sur le glissement, et donc, eh bien, on mesure le mouvement de ces panneaux qui glissent avec le glissement par rapport à une zone stable et puis on regarde donc le mouvement. Et là, en fait, on se rend compte que entre mars 2024 et octobre 2024, eh bien, on a perdu 5 mètres verticalement parlant, ça a glissé de 5 mètres. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a commencé à décrocher début mars, le 10 mars, après cette période de pluie du début mars. Et en fait, on voit que qu'il a beaucoup plu pendant toute cette période. Et là, ça a vraiment permis cette désolidarisation au niveau des fractures entre ce qui était au-dessus et puis au-dessus de la fracture et puis le socle. Et donc on a glissé regardez là à la fin, enfin vers ici on est autour de 5 mètres plus bas, avec un gros décrochement suite à une grosse période de pluie le 16 octobre. Voilà. Donc là, en fait, on a des données qui permettent de pouvoir faire une analyse et de faire des liens entre les quantités d'eau reçues sur le versant et puis le mouvement de ce versant au niveau des fractures qui a permis donc du coup, on arrive à visualiser le glissement. Voilà. Alors finalement, cette zone isolée n'était pas forcément isolée, c'est peut-être parce qu'on manquait de données, mais c'est ce qui a attiré mon attention et ça a été intéressant puisqu'on a vu qu'il y a eu un glissement bien marqué à ce moment-là, de 5 mètres verticalement. Voilà. On n'a pas encore regardé les données de la source. Si on regarde les données de la source, c'est très intéressant aussi parce que donc quand on a commencé à glisser autour du 10 mars, 1er avril là, eh bien la source. Donc là, je vous ai représenté la hauteur du niveau d'eau. Donc dans cette cuve où on récupère l'eau de la source. Et on se rend compte que ce niveau d'eau n'a fait que de décroître à peu près depuis le 18 mai. À un moment, le drain, à force d'être ici, de bouger, de descendre, de s'écraser finalement, eh bien, ça a fini par boucher le drain de la source. Et donc, cette source, elle ne peut pas, elle est en train de se tarir. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que ça permet de montrer aux élèves qu'une source, elle n'est pas là indéfiniment. En fait, elle varie, enfin, elle est présente en fonction de plein de facteurs différents. Et là, typiquement, eh bien, dans le cas d'un glissement gravitaire, lorsque la roche, eh bien, glisse, bouge et écrase le drain, il n'y a plus d'eau qui peut arriver. Donc là, maintenant, je pense que l'eau a changé de chemin. On n'a pas été sur place pour regarder s'il y avait une nouvelle source ailleurs. Mais là, en tout cas, elle est en train là, les drains sont en train de se fermer et il n'y aura plus de source à cet endroit-là. Voilà. Donc ça, c'était pour faire le lien entre météo glissement, changement de paysage, le fait que les sources restent pas, sont pas pérennes, elles peuvent bouger, changer de place au cours du temps, surtout dans un environnement gravitaire comme celui-là. Donc ça, c'était pour le glissement. Donc juste là, un petit schéma bilan, juste pour dire, voilà, au niveau d'un glissement gravitaire, dans un massif cristallin, on va avoir des fractures qui vont favoriser le passage de l'eau à travers les fractures et qui vont donc, par l'action de transformation en argile ou désolidarisation de particules, eh bien, va permettre d'accentuer ce glissement gravitaire et les particules qui vont en sortir soit argileuses, soit siliceuses, eh bien, vont être ensuite transportées, là, pour le cas de la Clapière, dans la rivière la Tinée, qui donc se charge en particules sédimentaires qu'elle va transporter, et tout ça ira ensuite jusqu'à la mer Méditerranée. Voilà. Est-ce que sur ce premier cas, vous avez des questions? Oui, Florence, Oui, tu m'entends? Oui. oui, je t'entends. Alors, merci beaucoup. Moi, je voulais juste savoir comment on mesure la hauteur d'eau au niveau de la source.
En fait, ils ont mis un. En fait, les ingénieurs qui travaillent sur le glissement ont mis un bac. Juste au niveau de l'arrivée de l'eau, ils ont mis un bac avec une géométrie bien spécifique. L'objectif était d'arriver à calculer le débit, mais en fait, ils m'ont pas donné les infos sur la géométrie du bac. Donc moi, j'avais pas possibilité de vous donner du débit. Mais en tout cas, donc c'est pour ça que j'ai gardé que la hauteur d'eau pour avoir une information. Et donc voilà, c'est simplement ils ont mis en fait ils ont mis un bac qui leur permet de pouvoir avoir, en fait, mesurer la hauteur d'eau dans une zone particulière. Voilà. Donc, Et et du là coup, maintenant, cette hauteur d'eau, elle est complètement en train mais du coup, en gros, donc la source, donc tu as un petit endroit dans la falaise où tu as l'eau qui sort, et Mhm. ils ont mis un bac de récupération de l'eau, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Et alors, je peux pas trop dire quelle est la géométrie de toute cette mise en place parce que je suis jamais vu. Mais en tout cas, c'est une des données qu'on peut avoir et l'objectif était, en connaissant justement la section de tout ça, pouvoir calculer le débit. Mais moi, ils m'ont pas donné l'info, donc voilà. Mais du coup, en gros, on peut relier le graphique que tu avais là juste précédemment avec la hauteur d'eau. C'est un peu un proxy du débit. Donc petit à petit, le débit il Ah bah baisse. à terme, Le en débit fait, arrive avec à ça, on zéro. devrait pouvoir calculer le débit. En effet, il faudrait juste que j'ai les infos surface, enfin, la section, etc., que j'ai pas là. Voilà, oui. Exactement. C'est pour ça que, en fait, le fait de voir qu'il n'y a plus du tout d'eau, que ça, c'est que ça y est, le débit est devenu ridicule. Il n'y a plus rien. Tout à fait. C'est lié. C'est lié, oui. Ok, ok, super, merci. De rien. Super, merci. Moi, j'ai une question, Florence. Oui. Il me semble en fait que que les strates sont pas horizontales, mais sont en direction, pas en direction de la vallée. Et est-ce que ça joue ça justement dans la circulation de l'eau? Là, dans son schéma, il y a pas de strates, on ne voit pas. Non, bah Mais non, non. En fait, là, il n'y a pas de strate. On est sur des roches magmatiques métamorphiques. On n'a pas du tout on n'est pas sur des roches sédimentaires, donc il n'y a pas de stratification. d'accord, mais il y Donc a il y quand a même que la des barre d'hiver. fractures. Il y a que des fractures. Ah bah mais ça c'est une inclusion. Enfin ça c'est magmatique. C'est en fait c'est une intrusion magmatique. C'est pas D'accord, c'est pas du tout une strate. C'est d'accord, ça. vraiment Hmm. donc on n'a pas du tout de géométrie liée à des strates sédimentaires dans ce massif et on a Oh, juste en fait des fractures qui se sont mises en place au moment du rebond isostatique post-glaciaire. Ouais. merci, merci. De rien. Dans le chat, Florence, il y a Kevin Ah qui nous oui. demande si tu sais si Infoterre on peut l'ouvrir de l'étranger, de Chine entre autres. Ben normalement oui. Enfin ça Bah, je me suis j'ai regardé en direct, je j'ai pas les cartes en Chine, j'ai pas les cartes ailleurs que dans les départements français. J'ai La Réunion, Mayotte, Ah Polynésie. oui! Ah oui, non, il n'y a pas les données. Ah oui, il n'y a pas Ah, les Mais cartes tu voulais, géologiques ah, pardon, chinoises, tu voulais non. les données de la Chine. Ah oui, c'est différent, d'accord. Ah oui, oui, j'avais pas compris la Ah, question. ouais, j'en ai une quelque part. Je pourrais si tu as besoin d'une zone, je peux te faire des photocopies, mais ouais, oui, je ok. sais, c'est compliqué les cartes en Chine. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de minéraux partout, donc c'est un peu flou, politiquement parlant. Bon. Donc, voilà, donc on va passer sur le deuxième cas, si tout le monde est d'accord. Alors. Hop, voilà. Non, si, c'est ça. Oui, c'est celui-là. Donc voilà, donc la partie 2, c'est donc le karst du Pont du Loup. Alors, donc là, c'est un site qui a été instrumenté par Fabrice Jouffret et qui est très intéressant. Donc cette fois-ci, l'intérêt de travailler sur ce deuxième site, c'est qu'on n'est plus du tout dans la même lithologie. Là, on est sur des roches sédimentaires, des roches calcaires. Donc là, c'est pareil, je vais vous montrer euh, à alors à quel endroit dans Udimède on peut trouver ces données. Voilà, donc là, on est sur la zone où on peut trouver des infos en sismo, météo, hydro, voilà. Donc là, sur hydro, si vous cliquez sur hydro, vous avez ici au milieu l'observatoire souterrain du Pont du Loup, donc c'est là. Hop. Et là, vous avez plein d'informations, la présentation générale du site, la situation géologique, oui, enfin la géologie, le contexte géologique. Et puis, pour les données, je vous ai déjà montré tout à l'heure, c'est pas cet endroit-là. Là, vous avez des informations très intéressantes, mais où vous avez des enregistrements, mais pour avoir les données sur lesquelles on travaille, là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est vraiment lié au BO. Donc c'est pour ça que c'est sur
les pistes pédagogiques pour le lycée. Et donc, on est là maintenant sur cette deuxième partie. Et cette fois-ci, pour vous présenter dans le PowerPoint, j'ai pas utilisé la version téléchargée pour laquelle j'aurais fait les graphes. J'ai pris directement les graphes de CSView, juste pour vous montrer donc les deux façons de présenter les choses. Voilà, donc je retourne, hop, sur ma présentation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir son contexte géologique dans ce site. Eh bien, on a ces petits blocs diagrammes et ces coupes très intéressantes. Vous avez donc, et puis on a aussi une visualisation soit en photo aérienne, soit avec la géologie. Fabrice a fait ça très très bien. Et donc, eh bien, on voit ici à cet endroit-là qu'on a d'abord on va dire une zone autochtone, quelque chose qui n'a pas bougé avec le socle et puis les sédiments Triasique et puis Jurassique. Donc le Jurassique ici est surtout calcaire. Si on regarde une coupe A, B, ici Est-Ouest, eh bien on voit bien, hein, c'est vraiment une succession de roches sédimentaires avec des strates. Voilà, classique sédimentaire. Et puis, si on regarde en nord-sud, si on fait une coupe, eh bien là, on se rend compte que, eh bien, sur cette zone autochtone, on a des entités allochtones, on a en fait des zones qui se sont chevauchées, et on va avoir on a deux chevauchements ici, et donc on a finalement épaissi la croûte suite en fait au raccourcissement alpin, et donc on va avoir un épaississement calcaire là avec plein de couches calcaires les unes sur les autres. Et donc, lorsque l'on travaille sur des lithologies calcaires, eh bien, on parle de relief karstique. Alors, vous savez très bien que bien les calcaires réagissent fortement avec la percolation de l'eau. D'abord parce qu'il y a déjà des discontinuités naturelles, le fait qu'il y ait des strates et puis le fait qu'il y ait des diaclases. Donc des diaclases sont des fractures, en fait, des éclatements perpendiculaires aux strates. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on représente le calcaire comme une espèce de mur. Enfin, vous savez, le figuré du calcaire, en fait, on met des barres verticales au niveau aux différentes strates, parce que justement il y a ces diaclases, ces fractures naturelles qui finalement entre ces diaclases et les fractures, c'est des super zones pour que l'eau puisse percoler. Et puis, comment elle réagit avec le calcaire? Eh bien, par dissolution, elle s'infiltre et puis elle dissout en fait lésions calcaires. Et du coup, eh bien, elle transforme les paysages. C'est pour ça qu'on a des très belles zones de dissolution sur les calcaires. Et donc, bien, en général, elle reste rarement en surface, l'eau, hein. Très vite, elle va dissoudre des zones et puis finalement s'infiltrer en profondeur. C'est pour ça que les reliefs karstiques, on a aussi bien des modelés extérieurs que des modelés internes, avec des galeries, des grottes. Et puis voilà alors on va avoir des effondrements, des avennes parce que à force d'avoir des grottes qui se rapprochent de la surface, ça fait effondrer la surface, etc. Donc on a plein de géomorphologies typiques de l'érosion des calcaires par l'eau et donc des transformations du paysage parce que en fait les reliefs calcaires ne restent jamais stables, c'est-à-dire qu'au cours du temps ils vont se faire grignoter petit à petit jusqu'à vraiment disparaître. Alors dans nos régions, évidemment, c'est très lié au climat. Dans les régions tempérées, comme chez nous, on va avoir donc un gruyère, c'est-à-dire un fromage avec des trous. Mais typiquement, le même type de lithologie dans les régions tropicales, comme enfin comme au Vietnam À Guilin? ou à Guilin, voilà, eh bien, on va avoir beaucoup plus d'érosion. L'eau va être beaucoup plus agressive et va beaucoup plus éroder le calcaire. Et au final, on n'aura plus que quelques tours de calcaire qui restent. En fait, on aura plus de trous que de fromage. Et donc, c'est ce qu'on appelle les karstes à tourelles, pardon. Donc, en tout cas, voilà. Donc, l'eau est vraiment très impacte, vraiment, et par les discontinuités naturelles et du fait que ce soit ce type de lithologie, par la dissolution, impacte fortement donc le calcaire. Voilà, donc eh bien, on va essayer de travailler sur ça avec les données d'Edumed qui sont donc au Pont du Loup et donc qui a été instrumenté par Fabrice Jouffret. Et grâce à tous les instruments qu'il a pu mettre en place, eh bien, on va pouvoir essayer de voir, essayer de quantifier ce qui est érodé lorsqu'on a donc des périodes de pluie et voilà. Donc, je vais faire le lien entre la météo, la conductivité, la turbidité à la source pour arriver à extraire des informations. Alors, j'ai pris deux pluies, la récente du mois de mars,
Il y avait une pluie d'abord le 9 mars et puis une pluie le 22 mars. Donc là, d'abord au niveau des données, donc j'ai mis en haut, bah ça c'est une copie typique d'écran que vous pouvez récupérer direct sur EduMed avec CSView. Euh, et donc, bah, du coup, Julien nous les a mis dans cet ordre-là, donc je les ai dans cet ordre-là. Alors, la première, c'est la turbidité. Alors, la turbidité, c'est donc l'unité ici NTU, c'est unité de turbidité néphélométrique hein, en français. Et en fait, c'est le degré d'opacité d'eau dû aux particules qu'elle transporte. Donc, plus il va y avoir de particules, plus la turbidité va être élevée. Ensuite, la deuxième donnée qui va beaucoup nous intéresser, c'est ici la conductivité. Donc la conductivité, en fait, c'est une mesure donc c'est en microsiemens par centimètre. En fait, plus il va y avoir d'ions dissous à l'intérieur de l'eau, plus facilement le courant va pouvoir être conduit. Donc du coup, voilà, on mesure cette conductivité. C'est très lié aussi en fait à la dureté de l'eau. Et puis, on a ici la hauteur du niveau de la source à la sortie de cette zone karstique. Et puis, on a en bas bah, les pluies. Voilà. Et donc, bah, là, on s'est intéressé à la pluie du 9 mars. Voilà, c'était le soir. Voilà. Puisque là, on est ici à tôt, vers minuit, 1 heure du matin. Voilà, les données du 10 là. Et donc, ce que je voulais qu'on regarde quand on regarde ces données-là, ce qui est très intéressant, c'est de regarder la conductivité. On va commencer par se concentrer sur la conductivité. Donc, évidemment, on a vu la pluie, il a plu, donc on regarde ce qui se passe. Alors, en fait, cette conductivité, on voit qu'elle était assez haute, et au moment où on commence à avoir une quantité de pluie importante, elle va vraiment fortement baisser parce que finalement, eh bien, la pluie qui, elle, arrive d'ailleurs, elle n'a pas été chargée elle n'a pas érodé le calcaire, donc elle vient un peu dissoudre et donc elle vient se mélanger à ces premières données. Et puis en fait, à force d'avoir de l'eau qui passe à travers le massif karstique, il va y avoir un effet de chasse. Et en fait, toute l'eau qui était restée un moment avant la pluie et qui a érodé, qui a dissous le calcaire, à un moment va être chassée par cette eau qui arrive de la pluie. Hop, et donc on va avoir à chaque fois on a cette signature, on a un creux et pouf, d'un coup on a cette eau qui est chargée, qui est riche, qui a une forte conductivité, qui elle est l'eau qui est restée un certain temps dans le karst et qui est chassée par cette pluie. Et donc, alors je vais vous montrer la signature. Bon, alors, juste, oui, si là, on pouvait se garder en tête cette valeur, donc j'ai regardé le maximum de conductivité qu'on avait au moment de cette chasse, et donc elle est supérieure à 400 microsiemens par centimètre. Pour la deuxième pluie, voilà, donc on regarde la même chose, donc on va avoir pareil, une espèce donc de perte en conductivité au moment où ça commence avec les pluies qui arrivent, et puis d'un coup, pouf, on a tout ce qui était à l'intérieur du massif qui ressort, et donc là on a encore un pic de conductivité. Pourquoi je vois plus ma souris? Ah voilà. Et là, on est aussi autour de 400 microsiemens par centimètre. Et j'ai essayé de trouver dans la littérature un lien parce que si vous dites à vos élèves, regardez, on a une forte conductivité, bon, ça fait pas, c'est pas très concret comme information. Et donc, je me suis dit, ce serait chouette qu'on trouve dans la littérature un lien entre la conductivité et la quantité, finalement, de calcaire érodé par l'eau pendant qu'elle était dans le karst. Et donc, j'ai trouvé ça. Alors, faut pas que ça vous effraie, parce que c'est assez facile, hein, finalement. Donc, c'est des milliers de données de zones karstiques où, justement, on a ici la conductivité en microsiemens par centimètre. Donc, nous, c'est la valeur qu'on a. Et puis ici, eh bien, on a la correspondance en milligrammes par litre de calcaire. Et donc, nous, on a dit qu'on était entre 400 et 435 sur les deux sites, enfin, pour les deux pluies. Et donc, à chaque fois, pour la pluie du 9 ou pour la pluie du 22, eh bien, on a environ érodé 200 à 230 milligrammes de calcite par litre d'eau. Et donc ça, c'est intéressant parce que les élèves peuvent directement faire le lien entre la donnée enregistrée au niveau de la sortie de ce massif karstique au Pont du Loup et la quantité érodée pendant que cette eau est passée à travers ce massif. Voilà. Donc ça permet d'estimer l'érosion calcaire
par l'eau dans le karst. Et donc là, on voit clairement ça quantifie vraiment l'altération chimique de cette eau, de l'impact de cette eau sur le karst. Voilà. Donc, l'autre chose très intéressante, maintenant, là, je vous ai mis les deux pluies les unes au-dessus des autres, donc celle du 9 et celle du 22 ici, et cette fois-ci, c'était pour regarder la turbidité. Là, en fait, eh bien, on voit que on a évidemment, suite à cette pluie, à chaque fois, ça prend un certain temps, mais la pluie, finalement, elle va chasser, elle va avoir un impact fort sur le karst, et elle va aussi mécaniquement enlever quelques particules. Et puis, pour information, le calcaire contient toujours une petite partie d'argile qui, elle, n'est jamais dissoute. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir, à chaque fois qu'on va dissoudre le calcaire, il va rester des petites particules d'argile qui, elles, se retrouvent libérées. C'est ce qu'on appelle la terra rossa, ce sont des argiles rouges. Et donc, eh bien, lorsqu'il va y avoir des fortes pluies, eh bien, finalement, ça va libérer non seulement mécaniquement des particules calcaires, mais aussi l'argile qui, elle, ne sera pas dissoute. Et donc, du coup, eh bien, on va avoir une forte turbidité. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la quantité en fait de matériel, de charge solide qui va être transportée. Et en fonction de la réflexion de la lumière, etc., on arrive à estimer cette turbidité. Et donc, plus il va y avoir, vous savez bien, hein, quand on est en crue et quand il y a beaucoup, beaucoup de courant, il y a beaucoup plus de matériel et une grosse turbidité parce que c'est mécaniquement plus fort et donc ça enlève des particules physiques. Et donc là, on voit aussi dans ces données que suite à la pluie, donc non seulement on a la chasse et tous ces ions qui ont été récupérés, eh bien, sont visibles, et donc ça nous a permis par la conductivité d'avoir la quantité de milligrammes par litre érodée, mais on peut visuellement voir qu'on va avoir un gros arrangement mécanique de particules suite à la pluie. Donc là, c'est plus une altération physique suite donc aux fortes pluies dans ces massifs karstiques. Voilà. Alors pour information, petite parenthèse, en fait, Fabrice m'a signalé quand je lui ai parlé de ça, enfin quand je lui ai présenté ce que j'allais vous dire, m'a dit, tu peux dire que dans 6 mois, on va encore apporter des nouveautés, on va faire un tarage de la courbe de turbidité, ça veut dire que cette fois-ci, là, c'est que qualitatif, c'est-à-dire que je vous dis, regardez, il y a beaucoup plus de turbidité, c'est qu'il y a beaucoup plus de charge physique, voilà, dans l'eau. Mais là, en fait, il va faire un tarage qui va nous permettre d'estimer à quoi ça correspond, combien on va avoir de charges sédimentaires transportées. Et donc là, les élèves pourront aussi mettre une quantité d'érosion sédimentaire par la turbidité. Et puis, il a prévu aussi de faire un calcul automatique du débit de la source, qu'on n'a pas là aujourd'hui. Voilà. Et pour information, gardez bien en tête cette date. En fait, il va y avoir un workshop EduMed entre le 20 et le 22 octobre qui va justement être ciblé sur le pont du Loup et on pourra du coup utiliser toutes ces données plus les nouvelles au cours de ce workshop. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire si vous êtes intéressé. Je continue la présentation parce qu'on a bientôt fini, mais c'est pas tout à fait fini. Donc une fois que ces particules, donc là je reprends maintenant l'ensemble de tout ce qu'on a vu entre l'Atinée, enfin le glissement gravitaire de la Clapière et puis le pont du Loup. Donc eh bien évidemment toutes ces particules qui se retrouvent dans ces cours d'eau vont être transportées. Donc on va avoir des particules qui proviennent plutôt de l'altération physique. Là au niveau de l'Atinée avec tout ce qui est tombé, voilà, ça fait quand même beaucoup de choses physiques qui vont se transporter. Et puis avec dans le loup, à la fois des ions et puis des particules qui vont aussi être transportées. Et tout ça, eh bien, je vous ai représenté ici les bassins versants la Tinée, en fait, elle se jette dans celui du Var. Et puis j'ai mis en bleu celui du Loup. Et tout ça, évidemment, à la fin, arrive en Méditerranée. Et donc après, on peut parler des processus de sédimentation. Et voilà, donc là, après, c'est un autre cours. Alors, moi, j'ai une fiche sur lesquelles je travaillais en sédimentation, qui sont plus liées aux données EduMed, mais avec lesquelles on peut, enfin, où en fait, on étudie les grès, on regarde, on se rend compte qu'il y a et des particules et du ciment. Et puis, on fait toute une petite manipulation pour créer nous-mêmes en fait la compaction de ces particules avec de la cimentation. Bon, bref, c'est une fiche que je peux vous passer si vous êtes intéressé. Voilà, j'ai fini pour l'activité du jour. Est-ce que vous avez des questions sur la partie karstique? Oui, c'est encore moi, Florence. Eh ben, Oui. est-ce que juste tu peux réexpliquer, j'ai pas trop bien compris la chasse, enfin pourquoi ça chute la Ah oui, conductivité, ça en fait, remonte.
Ouais, en fait, alors pourquoi ça chute? Je pense que c'est alors parce que c'était une question. On en a beaucoup parlé hier avec Fabrice. En fait, ce qui est super intéressant, c'est la chasse. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, lorsqu'il va se mettre à pleuvoir, toute donc quand il pleuvait pas, pendant un moment, t'as de l'eau souterraine dans ton karst. Lui, bah, quand il pleut pas, il stagne, il reste au même endroit. Et là, il se charge en ion calcaire, d'accord? Enfin, en ion de plein de sortes, mais surtout calcaire. Il se charge en ion calcaire parce qu'il est là, présent, et ça bouge pas. Au moment où il va y avoir une forte pluie, eh bien, en fait, tu vas avoir donc directement là où on mesure, il va y avoir de l'eau qui va arriver, ça va venir dissoudre nos données. Donc, du coup, d'un coup, on a l'impression qu'on a une faible conductivité parce qu'il y a l'eau qui arrive de la pluie qui n'est pas chargée. Donc, elle, d'un coup, ça vient un peu dissoudre nos affaires. Mais ensuite, à force, ce qui est plus en amont, la pluie qui tombe plus en amont va à un moment chasser ce qui est à l'intérieur du karst. Et donc, d'un coup, tout ce qui est à l'intérieur du karst, enfin, avec un petit délai, va arriver au niveau de notre capteur. Et d'un coup, pouf, on va réenregistrer un pic de données de conductivité. Et voilà, parce que c'est ce qui était à l'intérieur qui est très chargé, qui est très riche en ions calcaires, et donc du coup, c'est un de plus, et donc qui va être enregistré. Ah oui, d'accord, ça gratte entre guillemets. Enfin, Non, ça gratte pas. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, quand il n'y a pas de pluie, cette eau qui est dans le karst, bah, elle reste dans le karst, elle érode tranquillement. Enfin voilà, elle bout. En tout cas, là, elle se charge en ion. Et il n'y a pas beaucoup de voilà, donc il y a pas beaucoup de mouvement. Et puis quand il se met à pleuvoir, d'un coup, il y a plein d'eau qui vient finalement prendre la place de celle qui était déjà là. Et donc ce qui était déjà là et qui est riche en ions, bah, d'un coup, va sortir et va être chassé par la nouvelle pluie, enfin celles qui n'ont d'accord, ah pas. oui. Et donc à nouveau, Idée. on a une grosse. Il y a un petit délai, c'est ça, il y a un petit délai, c'est ce qu'on avait, c'est cet effet de rétention juste avant la chasse, si tu veux. Il y a une espèce de. Au départ, en fait, sur notre capteur, direct, on va avoir la pluie. La pluie qui tombe directement là où on est, bah, va venir dissoudre ce qu'on a. Mais après, celle qui tombe plus en amont va venir chasser ce qui était dans le karst. Et d'un coup, on va avoir notre pic de, euh, de De conductivité. conductivité. Voilà. Et là, là, du coup, on mesure ce qui a été érodé pendant cette période. Voilà. Ok, Et pour le coup, d'accord. on peut le quantifier en vraiment, qu'est-ce qu'on a dissous de Du coup, en roche milligrammes, ah ouais, en par milligrammes de litre. calcite Ouais, par c'est pas litre mal. d'eau. Mm. Ah ouais, c'est fou. Et du coup, dans l'abscisse de ton graphique, c'était hardness. Donc c'est quoi? C'est la dureté? Oui, c'est ça. En fait, parce que finalement, la dureté, tu sais, elle est liée à la quantité d'ions magnésium, calcium, bon, quelques autres aussi. Et donc, voilà. Et donc, bah, du coup, on peut aussi parler de dureté de l'eau quand on travaille sur la conductivité. Plus D'accord, la ah oui. conductivité est élevée, plus l'eau est dure, plus il y a de calcaire. Tu vois, moi, par exemple, je suis dans un environnement calcaire, je suis obligée dans ma machine à laver de mettre des trucs anti-calcaire parce que l'eau est très dure. Il y a plein d'ions Elle est très calcaires. Donc, chargée. bah Ouais, elle oui, est elle très est dure. chargée. On a de l'eau dure. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Granit, je Sur pense. tes courbes, en tout cas, est-ce que tu as vu une différence entre deux pluies qui sont très espacées et entre une pluie directe après la Alors, je première? t'avouerai Il y a une que, en différence fait, oui, dans il y a, cette signature-là? il y a, il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire que là, on n'a pas encore beaucoup de. En fait, on n'avait pas encore récupéré beaucoup de données. Donc là, j'ai pris les dernières pluies parce qu'en fait, j'avais pas tellement d'autres choses. Mais en effet, ce serait très intéressant parce qu'à chaque fois, on est autour de 400. Je me suis dit, bah tiens, est-ce que, par exemple, après une période de grosse sécheresse, enfin, comme on a là pendant l'été, enfin, quand il pleut beaucoup moins, ce serait bien de regarder là en octobre ce que ça donne. Est-ce que là, on va avoir une conductivité plus élevée ou pas? Bah, je vais voir. Mm. J'ai pas encore les données, donc je peux pas te dire. Mais oui, ce sera Mm. intéressant. Bah, c'est là tout l'intérêt de mettre des capteurs en continu pour pouvoir après avec les élèves Mm. regarder aussi en fonction des saisons. Eh bien, on n'a pas le même type d'érosion, voilà, parce on Mm. récupère pas la même conductivité. Ouais. Voilà, donc c'est un peu tout l'intérêt de travailler sur ces données. Mm. Voilà, bah merci à tous et bah bon week-end, bonne journée pour ceux qui sont en France, bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont en Chine, bon après-midi pour ceux qui sont aux Émirats Arabes Unis. Voilà, et puis à une prochaine fois. Voilà. Au revoir, merci à tous. Au revoir.